Prime à la jeunesse pour le Rassemblement national, 23 ans seulement pour celui que Marine Le Pen a choisi pour incarner le renouvellement de son parti, sans doute, pour donner aussi peut-être un visage nouveau à son nouveau projet européen, puisqu'il n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'elle défendait il y a encore 2 ans. Avec le hashtag On arrive, le Rassemblement national s'est lancé dans la campagne avec un objectif, battre cette fois Emmanuel Macron, c'est-à-dire arriver devant la liste de La République En Marche, et un espoir que la vague populiste, nationaliste qui émerge dans de nombreux pays européens permette cette fois de peser en Europe. Mais pour en faire quoi exactement? Quelle autre Europe construire? Avec qui pour ne pas refaire un simple mandat d'opposition? Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes donc la tête de liste du Rassemblement national pour ces élections européennes du 26 mai prochain. Je rappelle la date pour chacun de nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Vous dirigez également Génération Nation, qui est l'ex-Front National de la jeunesse. Tout à fait. Et vous avez été nommé par Marine Le Pen également porte-parole du Rassemblement national lorsque Florian Philippot a quitté le mouvement. Alors on va parler évidemment avec vous de ces élections européennes de cette campagne que vous menez maintenant depuis début janvier, très accompagnée néanmoins par Marine Le Pen. Je crois que vous avez dit qu'elle était la vraie tête de liste. Absolument pas. Ça c'est les remarques, les remarques des journalistes. Ah, c'est pas vous. Vous êtes la vraie tête de liste. Elle est la chef de parti, elle est la chef du mouvement. Et donc c'est bien normal qu'elle mène aussi cette campagne à mes côtés. Elle a pour habitude de dire que généralement elle tire les listes. Cette fois-ci, elle la pousse. Et moi, je suis très content de mener cette campagne avec Marine Le Pen partout en France. Et je reviens d'ailleurs de Bretagne. On a rencontré nos amis bretons hier. Vous allez nous en parler. Pour parler des questions agricoles et pour parler des questions de la pêche. Je vous présente ceux qui vont vous interroger. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bonjour. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question. Jordan Bardella. Oui, Jordan Bardella, bonjour. Une réaction après les propos de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a affirmé vendredi que des ONG avaient pu se faire complices des passeurs en Méditerranée sur le dossier des migrants. Une déclaration qui a surpris car aucun magistrat en Italie n'est jamais parvenu à prouver cette collusion. Qu'en pensez-vous, Jordan Bardella ? Vous me demandez ce que j'en pense alors que c'est nous qui disions au mois de juin, quand on nous a parlé de l'Aquarius, qu'un certain nombre d'ONG, à commencer par celle qui était propriétaire de l'Aquarius, SOS Méditerranée, faisait en réalité le jeu des passeurs. Même si la justice... On peut peut-être nous reprocher d'avoir eu raison un petit peu tôt. Mais la justice ne vous donne pas raison. Oui, d'accord. Enfin, quand des ONG, quand des bateaux qui appartiennent à SOS Méditerranée, par exemple, dans le cas de l'Aquarius, vont récupérer des bateaux de migrants à 20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes, et qu'ils les ramènent ensuite sur les côtes européennes, ça s'appelle faire le jeu des passeurs. Voilà. Aujourd'hui, une immense majorité des migrants qui viennent, je ne crois pas que le flux se soit tari, puisque la France a d'ailleurs dépassé en 2018 le nombre record de demandes d'asile, 122 000, dépassant déjà 170 000 arrivés en 2017, 115 000 dépassant déjà le nombre record, record de demandes d'asile qui était de 100 000 en 2017, 122 000 en 2018. C'est que nous avons un afflux majeur et considérable. Premier mois de l'année 2019, on est pour l'instant à 10 000 seulement. Oui, d'accord. Il faut regarder d'une année sur l'autre. Bon. Il se trouve qu'au mois de juillet, on avait déjà dépassé de 20% le taux de l'année dernière. Donc la réalité, c'est que l'afflux de migrants se poursuit et que vous avez effectivement des ONG. Je rappelle que M. Castaner peut-être soit cohérent, que SOS Méditerranée a reçu il y a quelques jours de la part de M. Blanquer l'agrément du ministère de l'Éducation nationale pour aller donner des cours à nos enfants dans les écoles. Voilà. Alors si M. Castaner, qui aujourd'hui nous donne raison en réalité, considère que ces ONG font le jeu des mafias de passeurs, eh bien qu'il en tire toutes les conclusions et qu'il retire, c'est ce que nous lui demandons ce matin, l'agrément d'SOS Méditerranée qui aujourd'hui donne des conférences à nos enfants. Pour leur dire quoi, je m'interroge et je pense que les Français en ont leur petite idée. Encore une fois, pour clore sur ce sujet, toutes les enquêtes italiennes notamment qui ont été menées ont montré que les ONG qui étaient intervenues sur réquisition du Centre de coordination de sauvetage maritime de Rome. Oui, enfin, vous savez que la justice en Italie comme en France, que parfois certains juges font un peu plus de politique qu'ils ne font du droit. Et la réalité, c'est que notre allié, qui est ministre de l'Intérieur, M. Salvini, a exprimé sa fermeté la plus totale à l'égard de ces mafias de passeurs, qu'il a mis en place une politique dissuasive d'immigration en coupant les aides sociales et en coupant les prestations sociales qui font que beaucoup de gens sont tentés de venir
sur le continent européen, s'agissant de l'Italie, qu'ils raccompagnent de manière systématique les bateaux de migrants dans leur pays d'origine. Et je crois que c'est ça, au fond, une politique humaniste. C'est aussi un accord avec les gardes-côtes libyens qui a été passé par l'Italie, mais aussi d'ailleurs par toute l'Union européenne. Humaniste. Je pense que la question migratoire, elle peut être traitée fermement, mais humainement, à savoir que ces bateaux doivent être raccompagnés vers leur pays d'origine. Et en quelques mois, ce sont les chiffres qui sont donnés par le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini a fait baisser de 95% le nombre de débarquements, ce qui a permis de faire baisser et de faire chuter de 50% le nombre de morts de la Méditerranée. Et moi, c'est ce avec que seulement 10 000 passages dans les premiers mois, encore une fois, de 2019. C'est ce que je disais à M. Il y a moins de monde qui passe. Jeudi soir, lors du débat des têtes de liste, c'est que, en réalité, les responsables des morts de la Méditerranée sont tous ceux qui incitent à l'immigration massive dans notre pays et qui font croire à ces populations qu'en venant sur le territoire européen, ils y trouveront un Eldorado et qu'ils pourront bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Je vous rappelle qu'ils ont tous signé le pacte de Marrakech qui a pour vocation d'accélérer cette intégration de l'immigration dans notre pays. Nous, on considère aujourd'hui dans un pays... Marrakech n'incite pas à accélérer. Le pacte de Marrakech, d'ailleurs, les Républicains ont voté pour son application. Ils ont voté un amendement socialiste la semaine dernière au Parlement européen. C'est toujours très drôle d'entendre leurs leçons sur l'immigration en France lorsqu'ils font le contraire quand ils sont au pouvoir. Mais nous, on dit que dans un pays aujourd'hui, vous avez 10 millions de pauvres, que vous avez 6 millions de chômeurs et qu'un Français sur 3 n'a plus les moyens de se soigner correctement, alors il faut mettre fin à l'immigration et il faut avoir la fermeté la plus totale à l'égard de l'immigration clandestine. Pardon, mais ça me semble être du bon sens et ça me semble surtout être la volonté d'une majorité de Français aujourd'hui si on en croit les études d'opinion qui sont faites. Alors, vous le disiez à l'instant, vous étiez en Bretagne hier. Vous avez déclaré à la tribune que les Français peuvent se servir de cette élection européenne comme d'un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Au fond, l'enjeu de cette élection européenne, c'est plus la politique française que l'Europe ? Je crois qu'il y a deux échelles en réalité sur cette élection. C'est évidemment un enjeu majeur pour l'Europe, à l'heure où l'Union européenne est incapable de protéger les Français et à l'heure où de plus en plus de peuples partout en Europe sont en train de se lever pour dire nous voulons être entendus, nous voulons être respectés et nous voulons récupérer le pouvoir. Maintenant, vous le dites à juste titre, et je l'ai dit hier, cette élection, c'est la première élection depuis l'arrivée d'En Marche à la tête du pays. Et si donc Macron arrive en tête, national, vous. Si Macron, oui, je l'assume, je pense que ça doit être un référendum sur la politique qui est conduite par Macron. Si les Français sont satisfaits de la politique que mène Emmanuel Macron, de matraquage fiscal, d'injustice toujours plus importante à l'égard de nos compatriotes les plus précaires. On reviendra sur les affaires fiscales plus tard. Eh bien, qu'ils aillent voter pour la liste de La République En Marche et s'ils souhaitent une autre offre politique, s'ils souhaitent mettre fin aux injustices qui sont celles de la politique d'Emmanuel Macron, eh bien qu'ils aillent voter massivement pour la seule liste capable de lui mettre un carton rouge et d'arriver en tête, à savoir la liste du Rassemblement national. Alors on va parler quand même Europe. Vous présenterez le 15 avril prochain, je crois, votre programme à Strasbourg et votre liste complète. Est-ce que vous pouvez nous apporter un certain nombre de clarifications ? La candidate Marine Le Pen en 2017 prônait la sortie de l'euro, estimant que la monnaie européenne était une entrave à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Le contexte européen. On portait cette idée souverainiste il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, un peu seul sur la scène européenne, dans une époque où nous n'avions pas d'autre choix que de nous soumettre à la réglementation européenne. Je rappelle qu'aujourd'hui, 80% des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale viennent soit de directives européennes, de leur application, soit de recommandations qui sont formulées par la Commission européenne. Au Parlement européen, bien sûr, que vous n'aviez pas le choix. Nous étions relativement isolés sur la scène européenne. On prenait le souverainisme dans une Europe, si vous voulez, qui était menée par François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le contexte a évolué et que partout en Europe... Et vous n'espérez pas être majoritaire, néanmoins. Si on part pour gagner, voilà. Et aujourd'hui, sont en train d'arriver au pouvoir dans un certain nombre de pays en Europe, des partis qui partagent nos positions, qui partagent notre constat sur l'Union européenne et qui partagent cette volonté, je crois, de redonner au peuple leur liberté et leur pouvoir de décision. Le pouvoir de décider de leur budget, le pouvoir de décider de leurs accords économiques, le pouvoir de décider de leur politique migratoire. Ça marchera encore une fois si vous êtes majoritaire, ce qui ne semble pas, même s'il y aura certainement, et on s'y attend. Quand on se présente à une élection, c'est pour gagner. Voilà. Et moi, je pense que nous réussirons à terme, que ce soit en 2019 ou dans les prochaines années, à constituer cette grande coalition de l'ensemble des partis du bon sens. Parce que moi, je conteste les termes qui sont utilisés généralement par les journalistes en nous expliquant que c'est la montée des nationalistes, des partis d'extrême droite. Je pense que c'est la montée des partis du bon sens. Et c'est la montée partout en Europe de partis politiques qui sont respectueux de la démocratie
et qui veulent redonner au peuple leur liberté. Il ne faut pas avoir peur de la liberté, je pense que c'est un beau concept. Et nous, notre slogan, c'est on arrive, mais c'est aussi donnons le pouvoir au peuple. Et depuis la mi-novembre, partout dans les rues du pays, avec cette révolte populaire des Gilets jaunes, les Français ont exprimé une volonté de retrouver le pouvoir. Or, aujourd'hui, le pouvoir, il est à Bruxelles. Or, aujourd'hui, le pouvoir est toujours plus éloigné des lieux de décision. Le Parlement européen est représentatif à la fois de l'opinion. C'est une élection au suffrage à la proportionnelle, intégrale, un tour. Oui. Donc, en quoi le pouvoir de Bruxelles ne serait pas représentatif? Mais parce que l'ensemble des décisions qui sont prises à Bruxelles ont des conséquences très concrètes sur la vie des Français et sont parfois en totale déconnexion avec ce qu'attendent les Français. Elles sont votées par les députés européens. Moi, j'ai rencontré durant cette campagne beaucoup d'agriculteurs qui nous expriment aujourd'hui le désastre que constitue la politique agricole commune et les traités de libre-échange qui sont négociés avec le monde entier, qui tuent nos emplois, qui tuent nos agriculteurs, qui sont en train de tuer nos filières. Le traité CETA qu'on a négocié avec le Canada menace 50 000 emplois dans la filière bovine. Voilà. Alors ça, moi, je ne l'accepte pas. Et je pense que aujourd'hui, on a cette possibilité en Europe de l'alternance. Et que pour la première fois, ça fait des années qu'on explique aux Français qu'il n'y a pas d'alternative possible. Eh bien, nous, on vient leur dire qu'il y a d'autres choix politiques qui sont possibles avec d'autres conséquences. Mais je reviens un instant sur l'euro. Parce que qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis 2 ans pour que votre position ait changé à ce point-là? Il faut être très clair sur l'euro. La Banque Centrale Européenne est toujours là. Oui, mais en l'état... Non, mais attendez, moi, je suis respectueux de la démocratie. Bon. En l'état, les Français nous ont dit qu'ils étaient attachés à la monnaie unique et qu'ils ne souhaitaient pas en sortir. Moi, je suis pas idéologue, je suis pragmatique. Voilà. Et je dis qu'avec ce que nous disent les Français, ce que nous ont dit les Français lors de l'élection présidentielle, qu'avec l'arrivée au pouvoir de nos alliés partout en Europe, je pense que l'euro n'est pas un avantage pour notre économie. Néanmoins, on peut en rediscuter la forme, on peut en rediscuter la structure. La Banque Centrale Européenne, qui a aujourd'hui comme objectif exclusif de lutter contre l'inflation, quasiment unique dans le monde, pourrait avoir demain comme objectif de lutter contre le chômage. On peut rediscuter de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il y a tout un tas de sujets à mettre sur la table, mais ça, on le fera une fois que nous arriverons au pouvoir avec nos alliés. En revanche, je crois qu'il y a des priorités très concrètes en matière économique, à savoir la baisse des impôts, pour redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Je vous rappelle que la France est le pays en Europe qui impose le plus, à près de 48% de prélèvements obligatoires. Et cette situation, elle est devenue insoutenable. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est évidemment de déclarer la paix fiscale et de baisser massivement le niveau de la fiscalité dans notre pays parce que nos compatriotes... On va y revenir. Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national et l'invité du grand rendez-vous. On continue évidemment à parler européenne dans un instant. Restez avec nous. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Bon, depuis que je leur ai parlé de la super tirelire d'1 million d'euros à gagner au nouveau Quintet Plus du PMU, ils veulent plus rien entendre d'autre. Du coup, j'ai même pas eu le temps de leur dire que la super tirelire Quintet Plus d'1 million d'euros, c'est dimanche 7 avril, lors de la journée du grand handicap. Tout ce qu'ils savent dire, c'est le million, le million, le million, le million, le million, le million. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allopneu.com. Arthur change souvent de voiture. Point. Alors dès qu'il peut, il change ses pneus pour mieux la revendre et en acheter une autre. Point d'exclamation. Malin. Point. Arthur va souvent sur allopneu.com car il sait qu'il y trouvera tout type de pneus toujours disponibles. Point. Très malin. Sur allopneu.com, trouvez les pneus qu'il vous faut parmi un grand choix de marques. Et en ce moment, à l'occasion des 15 ans d'allopneu.com, jusqu'à 80 € sont offerts et 15 jours de rêve sont à gagner. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté. Offre valable jusqu'au 16 avril, voire règlement du jeu sur le site. On dit toujours que le bonheur de ses enfants n'a pas de prix. Quoique... Chez Flunch, le menu Petit Fluncher est au prix de 2 € au lieu de 4,45 €. Un menu équilibré, des labels exigeants, bœuf origine France, volaille française, poisson pêche durable. Il mange bien, il mange bon, et donc il mange mieux. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Offre valable jusqu'au 5 mai pour l'achat d'un plat chaud de 5,45 € minimum, conditions sur flunch.fr. Sagesse et folie du monde qui vient, c'est le livre de Luc Ferry et Nicolas Bouzou. Face aux nouveaux défis du XXIe siècle, le philosophe Luc Ferry et l'économiste Nicolas Bouzou nous invitent à tourner le dos au pessimisme. Il est temps, disent-ils, de regarder l'avenir avec confiance.
Sagesse et folie du monde qui vient, un livre aussi limpide que puissant. Un livre XO. Ah, Chantal, là-dessous, vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? 160 000 vérandas. Non, mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous? Non, je viens du Nord. Et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriqués. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas, vous vous rendez compte? Ils savent de quoi ils parlent chez Akena. Ah, ouais. Akena, la reine des vérandas et des pergolas. Vous aimez être à la pointe du raffinement? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles comme l'Alcantara ou le nouveau cuir Nappa brun alezan, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national et l'invité du grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, le Royaume-Uni demande un nouveau report du Brexit. L'Europe répond en gros pas de nouveau report sans un plan clair et surtout sans le soutien crédible du Parlement britannique. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut tout faire pour aider le Royaume-Uni à sortir avec un accord ou tant pis, éventuellement pas de deal? En fait, on a un peu l'impression de deux voitures qui sont en ligne droite, qui se foncent dessus. Et puis les deux chauffeurs dans les voitures se disent « celui d'en face va dévier ». Bon. Et là, on attend que l'un des deux dévie. Les Britanniques, ils ont exprimé un choix il y a maintenant plus de 2 ans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chauffeur surtout du côté britannique. La voiture britannique fait des zigzags. Il y a des chauffeurs mais qui n'ont pas souhaité dévier ou sortir de la voiture. C'est-à-dire que depuis le début, Madame May n'a pas souhaité, qu'il y ait une majorité assez fragile, n'a pas de majorité, n'a pas souhaité ce Brexit. Et du côté de l'Union européenne, alors pour la première fois, l'Union européenne est capable de défendre ses intérêts. Là, dès qu'il s'agit de montrer de prendre les Britanniques en exemple et de tout faire pour pas qu'ils sortent. Là, pour le coup, l'Union européenne est capable de défendre ses intérêts. Monsieur Barnier, il n'a pas souhaité ce Brexit. Bon, il y a une réalité, ça s'appelle la démocratie. Les Britanniques, ils ont voté. Il faut aujourd'hui que les Britanniques puissent sortir assez vite de l'Union européenne parce que je crois que c'est la volonté du peuple britannique. Moi, j'étais ce week-end en Bretagne. Mais du coup, alors, il y a un report, qu'est-ce qu'on leur répond? Je vais vous répondre, mais laissez-moi finir. J'étais ce week-end en Bretagne aux côtés de nos pêcheurs. Aujourd'hui, les pêcheurs français en Bretagne se partagent, vont pêcher à 50% dans les eaux territoriales britanniques. Voilà. De l'autre côté, le Royaume-Uni exporte 80% de sa pêche vers l'Union européenne. Donc, des deux côtés, il y a des intérêts économiques. Sauf que ces accords, ils existaient bien avant le Brexit en réalité. Et donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la défense des intérêts français. Justement. Et c'est aujourd'hui au gouvernement français qui est aujourd'hui totalement absent de négocier, peut-être de maintenir un statu quo sur les accords de Londres qui ont été négociés dans les années 60 parce que c'est une réelle attente de nos pêcheurs et de faire en sorte que les intérêts de la France soient préservés et défendus. Du côté britannique, ça se passe bien. Les pêcheurs s'inquiètent justement du risque qu'il n'y ait pas de deal. Du côté britannique, ça se passe bien. Vous savez que qu'est-ce qui se passe bien ? En économie, il y a ce qu'on appelle les effets d'anticipation. Bon, il se trouve que l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée, que le taux de chômage. Mais le taux de chômage au Royaume-Uni n'a jamais été aussi bas depuis 1975, c'est-à-dire depuis 45 ans. Il y a 2 points de croissance. Que le niveau des salaires, l'investissement est en chute libre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'emploi. C'est l'emploi des gens, c'est le pouvoir d'achat. L'emploi n'a jamais été aussi bas depuis 1975. Non, c'est faux. L'augmentation des salaires est bien supérieure à l'inflation. 3,4, je crois, l'augmentation des salaires, bien supérieure à celle de l'inflation. Donc les salaires augmentent et le chômage est à un taux historiquement bas. Donc l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée. Je vous renvoie aux analyses de François Langlais, dont on ne peut pas discuter la croissance a perdu de 2 points, c'est 50 milliards d'euros en moins. Économique et qui nous dit que l'économie britannique est suffisamment solide et que probablement la dévaluation de la livre sterling va booster les exportations du Royaume-Uni, que ce soit une dont nous pouvons nous réjouir. Que ce soit une économie solide, c'est sûr, mais on assiste à une chute de l'investissement. Vous voyez bien, l'investissement dans l'automobile, par exemple, a diminué de moitié l'année dernière, moins 46,5%. Alors, le taux de chômage, oui ou non, est-il au plus bas depuis 1975 ? Le taux de chômage aujourd'hui est bas, mais l'économie britannique est fragilisée. Le niveau des salaires est-il supérieur à celui de l'inflation ? Vous savez très bien que l'économie britannique est fragilisée. Les Britanniques eux-mêmes le disent. Non, mais les salaires ont-ils augmenté ? Oui. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est amputé parce qu'il y a davantage d'inflation qu'auparavant. D'accord. Non mais monsieur... Parce que la livre sterling a baissé et ça crée plus d'inflation. Soyez pas de mauvaise foi. L'économie britannique se porte très bien. Et aujourd'hui, tous les experts qui nous annonçaient la fin du monde
il y a 3 ans au moment du vote, s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils se sont trompés et que l'économie britannique se porte bien. Donc on les laisse partir sans accord et tout ira bien pour tout le monde. Mais moi je préfère un good deal qu'un no deal. Maintenant, si on est dans l'incapacité de se mettre d'accord, c'est au gouvernement français de manière bilatérale d'aller défendre nos intérêts. Enfin pardon, mais les accords sur la pêche, ils datent des années 60, c'est-à-dire ils datent bien avant de la Commission européenne et bien avant de l'Union européenne à 27. Donc il faut que le gouvernement français aille négocier dans l'intérêt des pêcheurs français notamment, qui attendent des réponses, parce que si aucun accord n'est trouvé et si le gouvernement français continue de rester les bras croisés, eh bien nos pêcheurs jeudi prochain ne pourront plus aller pêcher dans les eaux britanniques, ce qui représente 50% de leur marché. Vous savez, gouverner c'est prévoir. Voilà, gouverner c'est prévoir, et quand on est aux manettes, eh bien, on défend les intérêts de la France, on défend les intérêts de nos filières, et force est de constater que depuis maintenant 3 ans, le gouvernement Hollande puis celui de Macron se tournent les pouces et sont dans l'incapacité totale de défendre les intérêts de la France. Mais ce qui est vrai d'ailleurs en matière de pêche, l'est tout aussi bien en matière industrielle, où on laisse nos grands groupes se délocaliser, aller se faire racheter par des puissances étrangères. Et là, effectivement, on est totalement attentiste, à l'heure où toutes les grandes puissances partout dans le monde font du patriotisme économique, font du protectionnisme, protègent leurs filières. C'est la raison pour laquelle j'ai pas le sentiment de défendre des idées qui soient obsolètes ou rétrogrades, mais au contraire de défendre des idées du présent et des idées d'avenir, parce que ce qu'on veut faire pour la France, c'est ce que font toutes les grandes puissances partout dans le monde. Alors, on va parler de votre propre bilan, celui du Rassemblement national. Le FN est en 2014 le premier parti de France, celui à envoyer la plus forte délégation de parlementaires. Qu'il le sera également le 26 mai. Alors vous avez commencé à 24, maintenant il y en a quand même beaucoup moins. Il y a eu une certaine hémorragie de la part de vos élus. Vos députés s'inscrivent dans une quinzaine de commissions parlementaires. On a senti que vous vouliez vous investir. Et puis 5 ans après, est-ce que vous pouvez nous citer un seul texte que vous ayez permis de faire passer? Est-ce que vous n'avez pas été de simples opposants? En l'occurrence, dans la mesure où nous n'avions pas la majorité, nous étions dans un rôle d'opposition. Nous avons refusé les quotas de migrants qui ont été votés par les Républicains, qui imposent la réinstallation forcée des migrants dans les villes et les villages français. Mais vous avez aussi refusé éventuellement toutes les améliorations contre possibles. Les traités de libre-échange. Par exemple, le PNR, qui permettait le partage de données sur les passagers aériens. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre? Parce que les terroristes ne prennent pas l'avion, madame. Certains, si, monsieur. Le 11 septembre, quand le commando du Bataclan, moi j'étais à Saint-Denis, j'habitais là-bas en 2015. Aussi, quand même. Oui, d'accord. Je parle de la France en l'occurrence. Le problème du PNR, c'est que d'une part, il est inefficace, parce que le commando du Bataclan, quand il a fait Bruxelles-Paris, il n'a pas pris l'avion. Et deuxièmement, que c'était une mesure extrêmement liberticide, dans la mesure où on communiquait aux Américains l'ensemble des données de nos concitoyens, alors qu'il n'y avait pas de mesure inverse et que nous n'avions pas accès aux données des citoyens américains. Donc moi, je préfère, en matière de terrorisme et de sécurité, le ciblage plutôt que le flicage. Donc la réalité, c'est que... Alors, allez-y sur Frontex, parce que j'allais y venir. Donc, je vais prendre votre question en même temps. Sur Frontex, par exemple, alors effectivement, vous aviez voté contre le renforcement de l'agence. C'était en 2016, je crois. Aujourd'hui, un accord politique vient d'être conclu pour donner plus de moyens à cette force. Vous avez parlé de la problématique des migrants, notamment en Italie. Quelle est votre position? Mais parce que Frontex aujourd'hui, c'est une hôtesse d'accueil pour migrants. C'est-à-dire que Frontex finance des campements humanitaires, notamment à Lesbos, en Grèce. Et pardon, mais en l'état actuel, renforcer les moyens justement pour... Oui, non, mais d'accord, mais moi, j'ai pas envie, si vous voulez, de confier de confier les clés de ma maison à Monsieur Juncker, qui, au travers de la Commission européenne, menace régulièrement les États d'amende lorsqu'ils ne veulent pas accueillir des migrants. Exigeant. Moi, je n'ai pas envie de confier... des frontières extérieures de l'Europe. Je n'ai pas envie de confier les clés de ma maison au commissaire européen en migration, Monsieur Avramopoulos, qui nous explique que l'Europe a besoin de 6 millions de migrants supplémentaires. Je n'ai pas envie de confier les clés de ma maison à Madame Mogherini, qui est la chef de la diplomatie européenne, qui appelle l'islam politique à s'intégrer en nous disant que c'est un fait comme un autre et que si les peuples le veulent, alors l'islam politique doit pouvoir s'intégrer. Donc on ne renforce pas les frontières extérieures de l'Europe. Confier les clés de ma maison en matière migratoire à un commissaire européen nommé par Salvini, on peut en discuter, mais en l'occurrence confier aujourd'hui les clés de ma maison à une Union européenne qui est une passoire. J'ai ramené une passoire jeudi soir à France 2 pour symboliser ce qu'était pour moi l'Union européenne. Bon, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une passoire et la libre circulation qui est permise par Schengen et qui est permise par Frontex, parce qu'on nous avait dit que ça serait une sécurité pour les frontières extérieures. La réalité, c'est que c'est totalement bidon. Justement, on veut la renforcer pour que ça devienne une force capable de sécuriser les frontières extérieures. Donc vous êtes contre. Je dis qu'il faut aujourd'hui retrouver des frontières nationales.
quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez une porte. Bon, cette porte, vous l'ouvrez ou vous la fermez, mais c'est vous qui décidez de qui entre ou qui sort de chez vous. Bon, et ben notre projet, il consiste à remettre des portes à la Maison France. Ensuite, il est possible qu'on ait donc une on arrête la libre circulation et on reprend les frontières nationales. Il est possible que nous ayons une force d'appui européenne, mais qui soit réellement une force d'appui et qui permette de venir au secours des pays qui subiraient un afflux migratoire massif, mais seulement en complément de frontières nationales et seulement à la demande des États concernés. En l'occurrence, aujourd'hui, Frontex n'assure absolument pas ce rôle. Ses moyens sont dérisoires. Et si vous voulez, quand on connaît l'idéologie immigrationniste de l'Union européenne, moi, j'ai pas envie de leur confier les clés de ma maison, quoi. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Laissez-moi passer. Laissez-moi, personne n'est sacré. Du lundi au vendredi à 8h40 dans la matinale de Nikos Aliagas. Tu étais belle, hein, avec tes fossiles, et tes marteaux. Nicolas Canteloup tacle l'actualité. Vous allez me lâcher un peu les jamais contents, hein? Je me suis trompé, vous n'êtes pas des Gaulois réfractaires, vous êtes des Gaulois casse-bonbons, voilà. La revue de presse de Nicolas Canteloup, c'est du lundi au vendredi à 8h40 sur Europe 1. La vie secrète des écrivains, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Je n'avais pas écrit une ligne depuis 20 ans. Mathilde a surgi un matin sous le soleil et tout a basculé. Je vais vous raconter une histoire, Nathan Falls, et vous n'aurez pas d'autre choix que d'en écrire la fin, parce que cette histoire est la nôtre, et qu'elle doit se terminer aujourd'hui. La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, un dangereux face-à-face où se frôlent l'amour et la peur, aux éditions Calman Lévy. Tiens, t'étais passé où, toi? Écoute, depuis le 5 avril, je suis chez Citroën Select pour profiter de 5000 véhicules d'occasion garantis 5 ans à partir de 5 € par jour. Et j'y suis jusqu'au 15 avril. Pendant 10 jours? Oui, 2 fois 5 jours. 10 jours, quoi. Si tu préfères. D'accord, et je suppose qu'ils ne vendent que des 5 portes? Bah non, pourquoi? Du 5 au 15 avril, ne ratez pas les 10 jours de l'occasion chez Citroën Select. Citroën. Offre valable jusqu'au 15 avril après un premier loyer de 4000 € dans les réseaux participants dans la limite des véhicules éligibles. Détails sur citroenselect.fr. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Ranger, laver, repasser, faire les courses et le dîner. Entre nous, j'avais vraiment besoin de souffler. Pour profiter de mon temps et de ma famille, je fais confiance à O2. Leurs professionnels s'occupent de tout. Grâce à O2, je respire. Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne. Rendez-vous sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. La Mitsubishi Space Star est sublime dans sa tenue Black Collection. Sûre de son style et de sa garantie 5 ans, la Space Star foule le tapis rouge pour célébrer la prime à la conversion qui la rend accessible dès 6 790 €. À partir de 6 790 €, c'est sûr, la Mitsubishi Space Star va faire la une. Offre réservée aux particuliers sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr. Détails sur mitsubishi-motors.fr. Ceci n'est pas seulement le son d'un colis avec une super promo Amazon, c'est aussi le son du colis qui fait de vous une légende du barbecue. Et ça, c'est le son du colis qui donne une nouvelle vie à chaque recoin de votre maison. Et celui-là, c'est le son du colis qui vous remet en forme. Les ventes flash de printemps sur Amazon, c'est à partir de lundi. Jusqu'au 15 avril, découvrez de super promos pour votre maison, votre jardin et bien plus encore. Les ventes flash de printemps sur Amazon commencent lundi. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement national et l'invité du Grand Rendez-vous. En un mot encore sur votre projet européen avant... Pardonnez-moi. Il faut faire court. Il faut faire court sur votre projet européen avant d'en venir au débat national. Une question de Nicolas Barré. On va essayer d'être court. Sur le libre-échange, vous avez une ligne très claire. Vous votez systématiquement contre les accords de libre-échange. Moi, j'aimerais vous demander pourquoi, dans certains cas, ne pas être pragmatique. Je prends l'exemple de l'accord avec la Corée du Sud. Il date de 2011, donc on a quand même un peu de recul. Et le bilan est assez positif pour l'Europe, parce que les exportations européennes ont augmenté de 55%. Les ventes de voitures ont triplé. L'Union européenne avait un déficit, aujourd'hui elle a un excédent. Donc pourquoi dire non à tous les accords de libre-échange quand on voit qu'il y a des... extrêmement pragmatique. Quand on a des accords économiques avec des pays qui ont le même niveau économique que le nôtre, en l'occurrence c'est ce qu'on a fait avec le JAFTA, par exemple avec le Japon, à la rigueur pourquoi pas. Mais le problème aujourd'hui c'est qu'on a démultiplié des traités de libre-échange avec des pays qui ont un niveau économique qui est bien en dessous du nôtre dans certaines filières.
Je citais en début d'émission le CETA. On a négocié un traité de libre-échange avec le Canada. Le Canada, c'est un niveau économique à peu près semblable. Oh bah oui, tel point que les producteurs de viande là-bas sont payés 30 à 40% de moins. À tel point que Interbev, l'interprofessionnel de la viande, nous explique que le CETA menace 50 000 emplois en France. Donc, je me dis, c'est une pure folie que de négocier des traités de libre-échange. Au bout d'un an et demi, on n'a rien vu de tout ça, même avec le Canada. On vient d'apprendre, on m'a dit, je racontais des fake news quand j'en ai parlé, on vient de l'apprendre là il y a 2 jours que la Commission européenne s'inquiétait de voir rentrer dans notre alimentation du saumon transgénique. Bon, quand on a expliqué que les traités de libre-échange faisaient entrer dans notre alimentation de la viande aux antibiotiques, du poulet à la ractopamine, on nous a dit que c'était des fake news. En fait, la fake news, c'est avoir raison généralement 1 mois ou 2 avant tout le monde. Donc voilà, maintenant on commence à avoir l'habitude. Donc en l'occurrence, moi, les traités de libre-échange, si vous voulez, avec des pays qui ont le même niveau économique, ça se discute, mais il faut que ce soit, encore une fois, dans la défense de nos intérêts. Nous, vous savez que plutôt que le mondialisme, plutôt que la mondialisation sauvage, on défend le localisme. C'est-à-dire qu'on défend le fait que dans la commande publique, on ait recours par exemple à des produits du coin, que dans les cantines de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, eh bien, on aille se fournir en fruits et légumes, en viande, d'abord dans les produits régionaux. Si, parce qu'aujourd'hui c'est interdit par l'Union européenne et que la réglementation européenne aujourd'hui nous interdit toute forme de patriotisme économique sur 2 raisons essentiellement, la concurrence libre et non faussée et sur le fait que vous deviez systématiquement avoir recours à des appels d'offres européens. Donc en fait, l'Union européenne aujourd'hui c'est le règne du moins-disant. Bon, Monsieur Bellamy, il m'expliquait que le localisme c'était un truc ringard. Bon, moi je crois que le localisme c'est un concept d'avenir et je crois que le meilleur moyen d'être écologique, de défendre la planète et d'assurer la sécurité sanitaire de notre peuple et des générations futures, c'est le localisme. Voilà. Et je pense que le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière. On ne peut pas être en même temps pour les traités de libre-échange et en même temps pour l'écologie. Et être réellement écologique, c'est défendre les produits qui sont proches de chez nous et c'est défendre la proximité. On ne peut pas être en même temps pour le libre-échange, on ne peut pas être en même temps pour que 60 000 supertankers traversent toute la planète et en même temps vouloir défendre et en même temps vouloir lutter contre la pollution. On va en venir, Jordan Bardella, au grand débat national. Le Premier ministre demain doit en faire une première restitution avant les annonces attendues du président de la République mi-avril, nous dit-on. Ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, affirme que la pression fiscale va continuer à baisser. Oh bah oui. Le ras-le-bol fiscal, c'est ce qui a provoqué, ce qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes que vous avez largement soutenu. Quelles sont vos solutions? Alors, c'est marrant de les entendre nous expliquer que la pression fiscale va baisser, puisqu'on vient d'apprendre que l'électricité elle a augmenté de 6% au mois de juillet. Bon, moi il se trouve qu'en rentrant hier de Bretagne, je suis allé faire le plein de ma voiture et je me suis aperçu, en l'occurrence, et les Français aussi, que l'essence était repartie à la hausse. Bon. On nous a expliqué que la loi alimentation allait permettre de redonner beaucoup plus de moyens à nos agriculteurs. On s'aperçoit que le prix du caddie de course, notamment sur le top 100 des produits de référence, a augmenté de 5%. Il y a aussi des impôts qui ont baissé. Lesquels? La taxe d'habitation qui a été supprimée et qui va continuer à l'être d'ici 2022. Personne n'en voit les effets si pour vous l'instant. La payez, sûrement et si vous voulez, si c'est donne-moi de la main gauche et tu m'en prends le double de la main droite, franchement, je pense que ça pose quand même un certain nombre de contradictions. Les Français ils sont descendus dans la rue aujourd'hui qui ont été supprimées également. Non, d'accord, enfin les cotisations sociales baissent, donc votre salaire net augmente, donc votre impôt sur le revenu augmente. Donc il faut arrêter de raconter des cracks aux Français. La réalité, c'est que les Français, ils attendent aujourd'hui la paix fiscale. Voilà, les Français, ils attendent aujourd'hui qu'on baisse massivement le niveau de la fiscalité dans notre pays. Nous, on a proposé. Ça veut dire quoi pour vous? Je vais y venir. Nous, on a proposé notamment de baisser de 10% les 3 premières tranches d'impôt sur le revenu pour pouvoir oxygéner, je dirais, les fins de mois de nos compatriotes. On a proposé une baisse de 5 à 10% des produits de première nécessité que sont l'électricité et le gaz. Et en l'occurrence, il faut arrêter de créer des nouvelles taxes toutes les 4 matins. Et moi, je pense qu'on peut avoir plus de services publics et en même temps pouvoir faire des économies et pouvoir avoir moins d'impôts. Il faut aller faire des économies. Plus de services publics, aussi plus d'investissements, plus de dépenses. Non, mais on peut aller faire un certain nombre d'économies de bon sens. Par exemple. Est-ce que c'est normal que vous ayez un Français sur 3 qui n'arrive plus à se soigner correctement? Est-ce que vous trouvez normal que 16 millions de Français vivent à découvert et qu'en même temps on offre les soins gratuits aux clandestins? Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'on donne 10 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne? Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne fasse strictement rien pour aller chercher... Non, on est contributeurs déficitaires. Oui, enfin ce qu'on récupère, c'est notre argent quand même. C'est de l'ordre de 6 milliards. Oui, d'accord, enfin c'est quand même notre argent. Bon, souvent on explique que c'est l'argent de l'Europe. Non, c'est l'argent des Français.
puisqu'on est contributeur déficitaire au même titre que l'Italie, par exemple. Mais on bénéficie aussi d'un certain nombre de programmes. Oui, mais c'est l'argent des Français. C'est l'argent des Français. La fraude, on ne fait rien sur la fraude sociale. 14 milliards d'euros. On pourrait mettre en place, par exemple, la carte vitale biométrique pour aller faire la chasse aux faux numéros de sécurité sociale. La fraude fiscale, par exemple. L'impôt à la source. Je crois que en confiant le relevé de l'impôt aux entreprises, on va libérer des fonctionnaires, plutôt que de faire de la coupe massive dans ces fonctionnaires précisément. Pourquoi est-ce qu'on ne réaffecte pas ces fonctionnaires à la lutte contre la fraude fiscale? C'est plusieurs dizaines de milliards qu'on perd dans les caisses de l'État chaque année. La Cour des comptes nous expliquait que tous les comités Théodule, vous savez, tous les comités annexes, type le CESE et j'en passe, les agences dont on apprend l'existence une fois tous les 4 matins, qui servent à recaser les copains, c'est entre 20 et 40 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, on peut faire des économies... quelques centaines de millions d'euros. Ah non, entre 20 et 40 milliards d'euros, ça a été dit par la Cour des comptes. Donc on peut aller faire effectivement des économies de bon sens, et moi je préfère qu'on fasse toutes ces économies de bon sens avant d'aller taper les Français au portefeuille. Parce que les Français, ils en peuvent plus. Parce que les Français, ils ont le sentiment que tous les 4 matins, on va leur créer une nouvelle taxe et qu'ils n'auront plus d'argent pour boucler les fins de mois. Il y a 16 millions de Français qui vivent aujourd'hui à découvert, et moi ça me révolte. Voilà. Et alors, plutôt que d'aller taper les Français les plus modestes au portefeuille, d'aller taper les mères de famille qui peinent à boucler les fins de mois, eh bien, je préfère aller faire des économies sur l'argent qu'on donne à Bruxelles pour payer les commissaires européens 25 000 euros par mois. Je préfère qu'on aille faire des économies sur l'immigration qui nous coûte beaucoup d'argent, et notamment sur les mineurs isolés. Parlons des mineurs isolés, par exemple. Vous savez, tous les mineurs qui se font passer qui sont clandestins dans notre pays, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Ça coûte 2 milliards d'euros par an, et des études nous disent que 2/3 d'entre eux ne sont pas mineurs. Voilà, vous avez vu à Angoulême, d'ailleurs, ils ont attrapé un mineur qui a 47 ans. Il se faisait passer pour un mineur de 19 ans. Bon, eh ben, faisons ces économies de bon sens avant d'aller embêter les vrais mineurs isolés, les Français qui bossent. Pardon ? Les vrais mineurs isolés, on continue de s'en occuper ? Oui, de la même manière qu'on s'occupe aussi des vrais réfugiés qui fuient la guerre dans leur pays, sauf que 90% des migrants sont des migrants économiques. Voilà, sauf qu'une grande majorité des mineurs isolés, à plus de 2/3, ne sont pas mineurs. Voilà, donc et il faut remettre un peu d'ordre dans ce pays. Il faut remettre un peu d'ordre dans les comptes publics, et je ne crois pas que Emmanuel Macron soit aujourd'hui en capacité de le faire. Les Français, ils attendent aujourd'hui un peu d'ordre. Nicolas Barré sur les retraites. Alors, il y a un débat au sein les retraites aussi. Il y a un débat au sein de l'exécutif sur les retraites et sur l'âge légal. Le monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, veut le maintenir à 62 ans. On a vu que d'autres étaient davantage favorables à un recul de cet âge de 62 ans. Ce débat existe aussi d'ailleurs à droite. Vous, en revanche, vous restez sur cette idée de 60 ans. C'est ce que proposait Marine Le Pen au moment de la présidentielle. Comment est-ce qu'on fait pour financer ça, alors qu'on sait très bien que l'allongement de la durée de la vie, que la dépendance également, crée de nouveaux besoins, de nouvelles charges financières. Le candidat Macron nous avait expliqué qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils ont besoin de faire des économies, et qu'on se soumet encore une fois à une revendication de la Commission européenne, puisque la Commission européenne a demandé l'été dernier, au mois de juin, je crois, s'appuyant sur un rapport d'un think tank, de l'IFRAP, d'aller faire des coupes et d'aller faire des économies sur les retraites. Donc déjà, on se met en position de soumission sur les revendications qui sont celles de la Commission européenne. Ensuite, il faut arrêter la politique de la peur. Bon, moi j'ai été regarder ce que dit le haut-commissaire à la réforme des retraites. Il nous dit que les régimes des retraites ne sont pas en faillite, et qu'il faut arrêter d'expliquer qu'on a un gouffre, qu'il n'y a pas de problème financier majeur. Voilà ce que nous dit le haut-commissaire à la réforme des retraites. J'ai été regarder ce matin. Ensuite, la réforme, elle va se traduire par une baisse des pensions, parce que c'est ça l'objectif, puisque en réalité, aujourd'hui, le mode de calcul se fait sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et se fait sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. Donc en prenant, si vous voulez, un calcul sur l'ensemble de la carrière, on va vers une baisse du niveau des retraites. Et ça je n'en veux pas. En Italie, Salvini vient de faire l'inverse. La retraite était à 62 ans, il vient de la passer à 60 ans. Il faut arrêter d'expliquer que on vit plus longtemps. D'ailleurs, il y a un an ou deux, l'espérance de vie a reculé, qu'il faudrait encore toujours travailler davantage. En Italie, on sait toujours pas comment ils financent cette affaire. La réalité, c'est qu'il faut relancer la machine économique. Parce qu'on est dans un système... Non, mais je vais vous répondre sur votre première question. On est dans un modèle où, en réalité, les actifs financent pour les non-actifs. Donc, il faut relancer la machine économique. Et le vrai problème des retraites, c'est le problème de l'emploi. Donc il faut recréer de l'emploi dans notre pays. Et à partir
partir du moment où nous allons recréer un cycle économique vertueux, alors la question des retraites ne se posera pas. Et pour vous répondre, oui, nous défendons un système à 40 annuités pleines avec un départ à l'âge légal de 60 ans. Vous avez raison de citer Salvini qui disait exactement la même chose. Effectivement, il faut relancer la machine économique, mais on voit bien que ça n'est pas si simple. D'ailleurs, l'Italie, cette année, entre en récession. Mais donc pourquoi on a un sérieux problème justement pour financer, situation économique dramatique. Pour financer des réformes telles que celles qu'il avait promues, et notamment la retraite à 60 ans. On ne sait toujours pas comment elle sera financée. Mais qui a retoqué son budget de relance? C'est bien la Commission européenne. Donc il faut aujourd'hui que les peuples retrouvent leur liberté. Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de revoir leur budget puisqu'il avait été bâti sur des prévisions de croissance beaucoup trop optimistes. Systématiquement devant les revendications de la Commission européenne. Donc c'est encore à cause de l'Europe de repousser que Matteo Salvini fait baisser la croissance dans son propre pays. Non, c'est qu'il hérite d'une situation économique dramatique. Et si la Ligue, si le mouvement 5 étoiles sont aujourd'hui arrivés au pouvoir en Italie, c'est bien parce que Renzi avait totalement échoué et que l'Italie est sortie d'une période de d'une période de chômage de masse absolument dramatique. Donc il faut aujourd'hui arrêter de se coucher devant les injonctions de la Commission européenne qui nous imposent de repousser l'âge de la retraite, qui nous impose de libéraliser un certain nombre de services publics, qui nous impose de libéraliser le rail, par exemple, et d'ouvrir la SNCF à la concurrence, qui nous impose de libéraliser les barrages, on parlait d'écologie tout à l'heure, alors que les barrages constituent 75% de nos réserves tampons en matière d'énergie. Donc il faut aujourd'hui retrouver un peu de pragmatisme, un peu de bon sens. L'âge de la retraite ne doit pas être repoussé, mais il faut recréer de l'emploi, il faut recréer un cycle économique vertueux. Et là encore, il faut avoir une politique au service des TPE-PME parce que 97% des patrons dans notre pays sont des patrons de TPE-PME qui se lèvent très tôt, qui parfois gagnent beaucoup moins que leurs salariés et qui sont aujourd'hui asphyxiés par des taxes et des normes qui sont devenues insoutenables. Vous parlez beaucoup d'écologie, Jordan Bardella. La question vous a été posée jeudi soir lors du débat, est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? J'ai pas très bien compris votre réponse. J'ai répondu oui, donc c'est très clair. C'est très bien. Voilà. Et stop éolienne, c'est ce que vous avez lancé hier. Mais oui, ça on a lancé une campagne essayer de favoriser les énergies alternatives. On a lancé une campagne contre les éoliennes parce que les éoliennes sont un drame. Voilà, pour l'environnement, c'est une pollution visuelle. Déjà. Et la centrale nucléaire, c'est joli. Écoutez, le nucléaire, c'est en tout cas une énergie propre, une énergie qui est quasiment décarbonée aujourd'hui. Les éoliennes. Et dans la mesure où nous n'avons pas, non, parce que les éoliennes, c'est une pollution visuelle. C'est dangereux pour la santé parce que toutes les habitations qui sont autour, nous étions hier dans la forêt de Lanoué en Bretagne et aujourd'hui les maisons qui sont autour sont invendables. Voilà, parce que ça fait énormément de bruit, parce que ça crée une pollution sonore, visuelle, une pollution pour la santé aussi, parce que les ondes qui sont dégagées sont extrêmement nocives pour la santé. Chacun son esthétisme entre les centrales nucléaires et les éoliennes. On a supprimé d'ailleurs les commissions d'enquête publique là-dessus pour en réalité faire fi de l'avis des populations et de l'avis des Français. Je rappelle que les éoliennes sont en plus fabriquées à l'étranger et que bien souvent, lorsqu'elles ne tournent pas, elles coûtent beaucoup d'argent et lorsqu'elles tournent trop et qu'il y a trop de vent, elles nous font perdre de l'argent. Je rappelle que le 14 mars, on a perdu 11 millions d'euros. 11 millions d'euros parce qu'il y avait tellement de vent que les éoliennes ont tourné, que l'énergie n'était pas stockable et qu'on a dû vendre notre surplus d'énergie à bas coût. Donc le plan du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire qu'un tiers du territoire sera en vue d'éoliennes dans les prochaines années. Moi, je ne veux pas de ça. Je pense qu'il y a d'autres choix en matière écologique, d'investir dans l'hydrogène, de développer les énergies maritimes, les énergies de la mer, parce que la France, avec nos territoires d'outre-mer, ça c'est une richesse. C'est le deuxième, sinon le premier espace maritime au monde. Donc nous avons lancé une campagne contre les éoliennes. Et encore une fois, en matière écologique, je pense qu'il y aura deux défis majeurs pour l'Europe au XXIe siècle. Le défi de l'immigration. À l'heure où la population africaine va doubler et à l'heure où nous allons continuer de subir un afflux migratoire toujours plus majeur, et celui de l'environnement dans un monde où les ressources arrivent à terme et dans un monde où il va nous falloir réfléchir à un autre mode de consommation et où il est temps aujourd'hui de rapatrier les usines de production au plus près des lieux de consommation. Produisons ici tout ce que nous pouvons consommons ici tout ce que nous pouvons raisonnablement produire. Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement national et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Si quelqu'un vous propose de roche-mazé, ne vous étonnez pas. Roche-mazé, c'est savouré en toute simplicité. Des vins et des arômes issus du Pays d'Oc.
On peut par exemple roche-mazer sur des tapas, roche-mazer en rouge sur une côte de bœuf, ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah. On peut vraiment roche-mazer avec toutes les saveurs. Roche-Mazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tiens, t'étais passé où, toi? Écoute, depuis le 5 avril, je suis chez Citroën Select pour profiter de 5000 véhicules d'occasion garantis 5 ans à partir de 5 € par jour. Et j'y suis jusqu'au 15 avril. Pendant 10 jours? Oui, 2 fois 5 jours. 10 jours, quoi. Si tu préfères. D'accord, et je suppose qu'ils ne vendent que des 5 portes? Bah non, pourquoi? Du 5 au 15 avril, ne ratez pas les 10 jours de l'occasion chez Citroën Select. Citroën. Offre valable jusqu'au 15 avril après un premier loyer de 4000 € dans les réseaux participants dans la limite des véhicules éligibles. Détails sur citroenselect.fr. Et si on faisait le plein de gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, pour 9,99 € par mois, j'ai 50 gigas pour poster des vidéos. Moi, chez Orange, grâce au réseau mobile numéro 1, même pas eu besoin d'attendre d'être chez moi pour finir ma série. Bah, t'avais pas dit que tu m'attendais? Oups. Chez Orange, le forfait mobile 50 gigas pour clients pack open est à 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 24,99 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 15 mai, 15 € par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau mobile numéro 1 selon l'enquête Arcep 2018. La vie secrète des écrivains, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Pourquoi le célèbre romancier Nathan Fowles a-t-il subitement arrêté d'écrire? Un matin, une jeune femme fait irruption chez lui, bien décidée à percer son secret. Elle lui raconte une histoire glaçante et lui assure qu'il n'aura pas d'autre choix que d'en écrire la fin. La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, un roman qui vous happe pour ne plus vous lâcher, aux éditions Calman Lévy. Si vous êtes de ceux qui aiment se simplifier la vie, les jours plus simples Dacia du 6 au 13 avril sont faits pour vous. Duster à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois avec 5 ans d'entretien offert. La nouvelle série limitée Tech Road et ses équipements utiles, carte main libre, caméra multivue, climatisation automatique, détecteur d'angle mort. Les jours plus simples, c'est pas compliqué. C'est plus simple. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour toute Dacia neuve du 1er au 30 avril, si accordiaque. Voir dacia.fr. Si vous voulez roche-mazer cet été, on vous conseille merlot rosé et gambas grillées au saté. Roche-Mazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chérie? Oh, désolé de troubler ta méditation, mais il n'y a plus d'encre pour l'imprimante. Est-ce que tu sais si on... HP Instant Ink. HP Instant Ink? Avec le forfait HP Instant Ink, fini les pannes d'encre. Les cartouches sont livrées gratuitement avant que tu n'en manques. Ok, mais... HP Instant Ink, imprimé gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Oula. HP Instant Ink, imprimé gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Je repasse tout à l'heure, chérie. HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national et l'invité du grand rendez-vous. Une question de Damien Fleureau. Oui, le gouvernement dit étudier une dissolution du mouvement Génération Identitaire après son occupation d'une caisse d'allocation familiale. C'était cette semaine en Seine-Saint-Denis. J'imagine que vous y voyez un coup politique, mais quel lien entretenez-vous avec ce mouvement? Vous avez vu notamment cette semaine poser en marge du débat dans le cadre des Européennes sur France Télévisions avec Philippe Vardon, cofondateur du Bloc Identitaire. Oui, père de famille respectable, conseiller régional, vice-président de notre groupe à la région et élu. Vous assumez les méthodes de ce groupe Génération Identitaire qui est connu pour ses opérations? J'ai pas assumé les actions de Génération Identitaire. Enfin, je veux dire, on n'a pas de lien administratif, politique direct avec Génération Identitaire. Le mouvement de jeunesse du RN s'appelle Génération Nation. Donc voilà, vous m'accorderez quand même le bénéfice de la clarté. Maintenant, j'aimerais bien que donc vous condamnez leur façon de faire? Non, mais si les actions sont des entraves à la loi, je les condamne. Mais dans la mesure où ce sont des actions de com, je veux dire, ce qu'ils ont fait dans les Alpes pour l'occupation de la caisse pour manifester l'absence de frontières nationales, visiblement il n'y avait rien d'illégal et ça a plutôt servi puisque visiblement Colomb avait mobilisé des effectifs de police. Moi j'aimerais bien que le gouvernement se soucie des milices d'extrême gauche qui ont pourri le mouvement des Gilets jaunes, qui ont pourri les rues de Paris le 1er mai avec 1200 Black Blocs, 1200 Antifa qui sont descendus organisés en Black Bloc dans les rues de Paris contre lesquels on ne fait strictement rien, qu'on laisse, je crois, venir à chaque fois parce que les types sont systématiquement les mêmes, ils sont identifiés. Et de nombreux syndicats de police, d'ailleurs, ont exprimé, ont indiqué qu'ils n'avaient pas les ordres pour intervenir et que peut-être le jeu politique était assez trouble avec ces milices et qu'on laissait venir ces milices violentes d'extrême gauche pour s'en prendre aux forces de l'ordre, pour casser les vitrines des magasins.
et qu'on a laissé, je crois, prospérer pendant de trop nombreuses semaines ces derniers mois pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. On a vu des gilets jaunes qui étaient jaunes à l'extérieur, rouges à l'intérieur, et qui venaient discréditer les revendications des vrais gilets jaunes. Voilà, donc moi j'aimerais bien que le gouvernement organise la dissolution des milices d'extrême gauche. On a vu d'ailleurs que la loi anti-casseurs, sur laquelle nous avions émis des réserves d'ailleurs, mais peut-être on va encore nous reprocher d'avoir raison trop tôt, on avait indiqué qu'elle était liberticide. C'est que vous n'aviez pas voté cette loi. Le Conseil d'État vient visiblement de nous donner raison, puisque l'un des articles... le Conseil constitutionnel vient de nous donner raison, puisque l'un des articles est manifestement liberticide, puisqu'il remet en fait l'interdiction de manifester entre les mains du préfet et non plus entre les mains de la justice. C'est-à-dire, pour être très clair, entre les mains du ministre de l'Intérieur et de son cabinet. Une question peut-être sur vous-même. Entre un Bruno Gollnisch qui dit qu'il partage les valeurs de François-Xavier Bellamy, bon ça c'est une ligne, et puis une Marion Maréchal-Le Pen qui se situe sur une filiation plus marquée, qui évoque la théorie du grand remplacement par exemple. Où est-ce que vous vous situez entre ces deux, vous personnellement, entre ces deux lignes, si j'ose dire ? Je me situe dans la ligne de ma présidente qui s'appelle Marine Le Pen, qui a été réélue à 2 reprises à 3 reprises maintenant à la tête du Rassemblement national. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas d'agiter des concepts comme ça en disant de quelle filiation vous reconnaissez. Moi, je défends le bon sens. Vous vous sentez quand même plus proche de Marion Maréchal Le Pen ? Je suis un partisan du bon sens. Je suis pas un idéologue. Je suis un partisan du bon sens. Sur le grand remplacement, c'est une théorie. Maintenant, moi, je suis élu en banlieue. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, effectivement, dans les quartiers où j'ai grandi, il y a beaucoup de nos compatriotes, parfois même issus de l'immigration d'ailleurs, qui ont le sentiment d'être étrangers sur leur propre sol. Mais maintenant, je veux dire, tout le monde s'accorde là-dessus. Même monsieur Fourquet qui a sorti un bouquin qui nous explique que vous aviez, je crois, 3% de prénoms arabo-musulmans parmi les jeunes dans les années 70, il y en a aujourd'hui près de 20%. Donc, qui est des quartiers aujourd'hui où vous avez des gamines de 5 ans qui portent un voile, que vous ayez des quartiers aujourd'hui dans notre pays où la quasi-intégralité des commerces est halal, oui, c'est un fait. Enfin, tout le monde le voit, tout le monde le constate. Dans mon département, un rapport parlementaire nous explique que vous avez près de 20% de la population qui est présente de manière clandestine, c'est-à-dire 400 000 personnes. Donc oui, aujourd'hui, il y a des quartiers dans notre pays où il ne fait pas bon d'être français, où se manifeste la haine de la France, où, Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs, où il ne fait bon d'être ni juif, ni femme, ni homosexuel dans certains quartiers. Et force est de constater qu'on est totalement impuissant face à ça. Et que dans ces quartiers, moi, dans les quartiers où j'ai grandi, la politique de la ville a totalement échoué. On a arrosé ces quartiers de subventions publiques, alors que le principal problème de ces quartiers, c'est le désordre. Voilà, c'est le désordre. Donc il faut aujourd'hui réaffirmer la République dans ces quartiers. Il faut mettre hors d'état de nuire les dealers qui pourrissent la vie des Français, parce que, encore une fois, dans le quartier où j'ai grandi, vous avez des dealers qui sont à l'entrée des immeubles et qui vérifient lorsque vous y entrez si vous n'êtes pas de la police. Voilà, mais eux, effectivement, on ne fait rien. On préfère effectivement sortir les lanceurs de balles de défense et les canons à eau contre des Français qui manifestent pour réclamer moins d'impôts. Moi, je trouve ça injuste et je pense que le vrai désordre aujourd'hui dans notre pays, il est dans ces quartiers. Voilà, il est dans ces quartiers, dans toutes ces zones de non-droit qui sont devenues des zones de non-France. Dernière petite question, Jordan Bardella. Vous n'avez toujours pas trouvé de banque pour financer votre campagne. Marine Le Pen lance un emprunt populaire, comme la France Insoumise a pu le faire. Ils ont déjà, semble-t-il, recueilli 1 million d'euros. Vous il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que financer votre campagne ainsi pour l'instant, seule La République En Marche, c'est-à-dire le parti au pouvoir, a trouvé les moyens de financer sa campagne. L'intégralité des partis d'opposition, ne trouve pas de prêt bancaire. Et ça devrait indigner l'ensemble des personnes qui sont attachées au pluralisme et à la démocratie dans notre pays. Madame Loiseau, au débat, m'a reproché que le Rassemblement national était contraint par le passé d'aller trouver une banque tchéco-russe pour trouver un prêt. Bon, à 6% d'ailleurs, vous admettrez que c'est pas un prêt d'amis. Que vous avez d'ailleurs du mal à rembourser. La réalité, c'est que nous avons adressé une demande à l'ensemble des établissements bancaires français. Toutes les banques françaises ont refusé. On a essayé d'aller chercher une banque à l'extérieur de l'Union européenne. Banque de la démocratie qui avait été promise. Toutes ont refusé. Ah ben oui, et Monsieur Macron d'ailleurs, qui est le président de la République, qui est le garant des institutions selon l'article 4, et qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de la démocratie et du pluralisme politique dans notre pays, est totalement muet sur cette question. Eh bien nous, on lui demande aujourd'hui de faire son boulot, d'assurer la mission qui est la sienne et de permettre à l'ensemble des partis d'opposition, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, on sait que la démocratie les dérange et que dans ce régime aujourd'hui, on tend de plus en plus vers une restriction des libertés. Et donc là, ce sont vos militants, vous appelez vos militants à financer cette campagne. De financement des partis politiques, restriction des libertés publiques.
avec la loi anti-fake news, qui est une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion dans notre pays. Et on en appelle effectivement, on va lancer un emprunt patriotique dans les prochains jours, et on en appelle encore une fois au financement de l'ensemble des Français. On avait déjà eu recours à ce type de processus par le passé, et vous aviez même des gens qui étaient en désaccord avec nos idées, mais qui ont dit, je trouve anormal qu'à 22% des voix, vous ne puissiez pas vous présenter aux élections et vous ne puissiez pas trouver de financement. Donc il y a un véritable problème démocratique.